Continuation de la lecture du prologue de l'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, partie 2. « Elle ne serait pas chez toi » m'a-t-il soudain demandé. Sa mère ? Ici, à Turin ? Il connaissait bien la situation et ne parlait que pour parler. Lui, oui, c'était un voyageur, il était venu chez moi une dizaine de fois, sans y être invité d'ailleurs. Sa mère, qu'au contraire j'aurais accueillie avec plaisir, n'était jamais sortie de Naples de toute sa vie. Je lui ai répondu. Elle n'est pas chez moi, non. Tu es sûr ? Rino, s'il te plaît, je te dis qu'elle n'est pas là. Mais alors, elle est où ? Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir avec des sanglots qui commençaient par être feints avant de devenir réels. Quand il a terminé, je lui ai conseillé. S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait pour une fois. Ne la cherche pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as entendu ? C'est inutile. Apprends à vivre tout seul et ce n'est pas la peine de me chercher non plus. J'ai raccroché. Chapitre 2. La mère de Rino s'appelle Raffaella Cerullo, mais tout le monde l'a toujours appelée Lina. Pas moi. Je n'ai jamais utilisé ni ce premier ni ce deuxième prénom. Depuis plus de 60 ans, pour moi, elle est Lila. Si je l'appelais Lina ou Raffaella, comme ça, d'un coup, elle penserait que notre amitié est finie. Cela fait au moins 3 décennies qu'elle me répète vouloir disparaître sans laisser de traces, et il n'y a que moi qui sache vraiment ce qu'elle veut dire. Elle n'a jamais eu à l'esprit que quelconque fugue, un changement d'identité ou rêvé de refaire sa vie ailleurs. Et elle n'a jamais pensé au suicide, dégoûtée comme elle est à l'idée que Rino se retrouve avec son corps et soit obligé de s'en occuper. Son intention a toujours été différente. Elle voulait se volatiliser, disperser chacune de ses cellules, et qu'on ne retrouve plus rien d'elle. Et comme je la connais bien, ou du moins je crois la connaître, je parie qu'elle a trouvé un moyen de ne pas laisser la moindre trace dans ce monde. Pas un cheveu. Nulle part. Chapitre 3. Les jours ont passé. J'ai surveillé ma messagerie électronique et mon courrier, mais sans espoir. Je lui ai écrit très souvent, mais elle ne m'a presque jamais répondu. Cela a toujours été son habitude. Elle préférait le téléphone ou les longues nuits passées à bavarder quand je descendais à Naples. J'ai ouvert mes tiroirs et les boîtes en métal dans lesquelles je conserve des souvenirs de toutes sortes, bien peu de choses. J'ai jeté beaucoup d'affaires, en particulier la concernant, et elle le sait. J'ai découvert que je n'ai rien d'elle, pas une photo, pas un message, pas un petit cadeau. Je m'en suis étonnée moi-même. Est-il possible qu'en tant d'années, elle ne m'ait rien laissé d'elle, ou pire encore, que je n'ai jamais voulu garder quelque chose d'elle ? Oui, c'est bien possible. Cette fois, c'est moi qui ai téléphoné à Rino, même si je l'ai fait à contre-cœur. Il ne répondait ni sur son fixe ni sur son portable. Il m'a rappelé dans la soirée, à sa convenance. Il parlait avec une voix qui essayait d'apitoyer. « J'ai vu que t'as appelé. Tu as des nouvelles ? » ?»« Non. Et toi ? » ?»« Aucune. » Il m'a tenu des propos désordonnés. Il voulait aller à la télé, à l'émission qui s'occupe des personnes disparues. Il lança un appel, demandait pardon à sa mère pour tout et la suppliait de rentrer. Je l'ai écouté patiemment et puis je lui ai demandé. « Tu as regardé dans son armoire ? Pourquoi faire ? » Naturellement, il ne lui était jamais venu à l'esprit de faire ce qui était le plus évident. « Va voir. » Il y est allé et s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Même pas un vêtement de sa mère d'été ou d'hiver, seulement de vieux cintres. Je l'ai envoyé fouiller à la maison. Ses chaussures avaient disparu. Ses quelques livres aussi. Disparu toutes les photos. Disparu les films. Disparu son ordinateur, même les vieilles disquettes qu'on utilisait autrefois. Tout. La moindre trace de ses activités de fée de l'électronique. Elle qui avait fait ses premières armes avec les ordinateurs dès la fin des années 70, à l'époque des fiches perforées. Rino était stupéfait. Je lui ai proposé. Prends tout le temps que tu veux, et ensuite appelle-moi pour me dire si tu as trouvé ne serait-ce qu'une épingle qui lui appartienne. Il m'a rappelé le lendemain très agité. Il n'y a rien. Rien du tout ? Non, elle a découpé son image sur toutes les photos où nous étions ensemble, même celles de quand j'étais petit. Tu as bien regardé ? Partout. Même à la cave ?
Partout, je t'ai dit. Même la boîte qui contenait ses papiers officiels a disparu. Les trucs comme les vieux extraits de naissance, les abonnements téléphoniques ou récépissés de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a tout volé? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent à ma mère et moi? Je l'ai rassuré et lui ai recommandé de garder son calme. Il était hautement improbable que quelqu'un veuille quoi que ce soit de lui. Je peux venir quelques jours chez toi? Non. S'il te plaît, je n'arrive pas à dormir. Débrouille-toi, Rino, je n'y peux rien. J'ai raccroché, et quand il m'a rappelé, je n'ai pas répondu. Je me suis assise à mon bureau. Lila va trop loin, comme d'habitude, ai-je pensé. Elle élargissait outre mesure le concept de trace. Non seulement elle voulait disparaître elle-même maintenant, à 66 ans, mais elle voulait aussi effacer toute la vie qu'elle laissait derrière elle. Je me suis sentie pleine de colère. Voyons qui l'emporte cette fois, me suis-je dit. J'ai allumé mon ordinateur et commencé à écrire toute notre histoire dans ses moindres détails, tout ce qui me restait en mémoire.